What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32, Critique de quoi? de cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde! À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Infini Détail qui renaît enfin de ses cendres après les 2 épisodes enregistrés en 2018. Ces 2 épisodes étaient respectivement consacrés au cinéaste Guillermo del Toro et au film de Yakuza. Je travaillais à l'époque avec mon ancien camarade d'antenne Hugues Marly, et aujourd'hui pour cette nouvelle formule, je suis avec ma collègue et amie Mathilde Lemaire. Bonjour Mathilde. Bonjour Guillaume. Alors on se fait plaisir pour ce troisième podcast, vu qu'on va aborder Midsommar de Ari Aster, film d'horreur et drame assez atypique qui était sorti en salle à l'été 2019. Précision, on va aborder ici le Director's Cut, donc qui raconte exactement la même histoire, il n'y a pas de changement majeur sur le pitch, on suit toujours l'histoire de Dani, jeune femme jouée par Florence Pugh, qui perd sa jeune sœur et ses parents en début de métrage, et qui va, on l'espère, mais on sera assez vite contredit, se reconstruire le temps de festivités en Suède, où elle part fêter le solstice d'été avec son petit copain Christian, à l'invitation de Pélé, un ami de leur groupe, qui les sollicite plus que de raison pour venir avec lui faire ce magnifique road trip qui va s'avérer cauchemardesque. Alors, anecdote utile, tu vois, il y a pour le commun des mortels 2 versions de Midsommar, donc la version cinéma et le Director's Cut. Mathilde, toi, tu as 3 versions parce que tu étais arrivée en retard, il me semble, à la séance de 2019, comme la mauvaise élève que tu es. Ça m'arrive rarement, mais effectivement, j'étais arrivée en retard et j'ai donc raté les 5 ou 10 premières minutes du film, plus vraisemblablement les 5 premières minutes du film. Il faut tout de suite préciser que la scène dont tu parles, la scène du suicide, du la jeune sœur, de la sœur de Dani et de ses parents, survient au bout de 10 minutes à peu près. Et j'avais donc vu cette scène, mais je n'avais pas vu tout ce qui précédait et je n'avais donc pas le contexte. On apprend dans ces 10 premières minutes du film que la sœur de Dani est bipolaire et qu'elle menace de se suicider et d'emporter avec elle ses parents. Je ne sais pas si tu te souviens du contenu du mail, du message qu'elle envoie à Dani. C'est à peu près littéralement ce qu'elle lui dit, et ce mail est montré à l'écran, donc le spectateur qui arrive à l'heure sait qu'il y a déjà un potentiel danger de ce côté-là. Et donc toi, tu as eu une rétention d'informations non voulue, vu que le choc a été double, vu que tu n'appréhendais même pas qu'elle puisse se mettre fin à ses jours et emporter les parents avec elle. Oui, je m'attendais à pas grand-chose, en tout cas pas à ça. La scène est extrêmement violente, la scène dans laquelle on découvre la sœur qui s'est suicidée et qui donc a tué ses parents, qui les a asphyxiés en reliant le gaz d'échappement de la voiture familiale un tuyau, à la maison. au pot d'échappement de la voiture. Et donc, je ne m'y attendais pas, et je trouve que la scène est d'autant plus percutante, précisément, quand on ne s'attend à rien. Alors, c'est anecdotique, mais assez parlant, parce que... Pour autant, je précise que... Je t'ai dit hier, parce qu'on en a discuté, que ces précisions concernant la maladie, la dépression de la sœur me paraissaient inutiles. En y réfléchissant, ces précisions ne sont pas complètement inutiles. Pourquoi ? Parce que le personnage de Dani elle est persuadée d'être, ou plutôt elle a peur d'être psychologiquement instable. C'est aussi l'image finalement que lui renvoie son petit ami Christian. Elle a peur d'être trop difficile à gérer,
d'être un poids pour lui, et donc in fine d'être abandonnée par lui. Et le fait que sa sœur soit bipolaire, à mon avis, joue beaucoup. Elle doit, à mon avis, penser qu'elle-même est folle ou risque de devenir folle, en tout cas d'être trop difficile à gérer, comme sa sœur. Donc ça permet de caractériser un peu mieux le personnage de Dani. Voilà, avec le recul. On a vu le film hier, et finalement ça te paraît plutôt utile. Et donc on en parle de cette petite anecdote de retard de spectatrice, parce que la rétention d'informations est ce qui est un petit peu le fil rouge de ce qui change beaucoup de choses dans la version longue de Midsommar, qui est en soi très intéressante, sans être essentielle. Et donc le premier est très intéressant ajout qui apparaît dans cette version longue. C'est une scène de dispute dont on se demandait si elle était inédite, mais je pense vraiment que c'est juste une scène qui a été rallongée. Je n'en ai pas de souvenir, voilà. Enfin pas de souvenir précis. Alors, en tout cas. Moi j'ai vu le film dans un élan de masochisme, j'avais vu le film 2 fois en salle, parce que je le trouvais tellement beau et impressionnant que je voulais absolument, même s'il est très dur à encaisser, le revivre en salle avant qu'il soit retiré de l'affiche, à l'époque révolue où on pouvait encore aller au cinéma. Et donc il y a quand même 2 ans d'écart entre notre vision du film et le découvert du director's cut. Donc on a eu largement le temps de le digérer et en partie de l'oublier. Mais néanmoins, donc on précise la chose, Dani et Christian retrouvent leurs amis dans un bar. Dani apprend au détour d'une discussion que Christian est au courant qu'il y a un voyage en Suède qui va être organisé. Et qu'il a déjà prévu, et qu'il a déjà accepté qu'il a déjà acheté son billet participer. d'avion. Et bien sûr, elle n'est pas au courant. Donc elle se sent à la fois isolée et humiliée, complètement. Ils rentrent chez eux. Une dispute s'ensuit. Dispute entre guillemets, parce que Dani lui dit les choses de manière tout sauf hystérique. Elle est extrêmement calme dans sa manière d'aborder la chose, d'essayer de discuter avec lui. Elle se contient parce que, comme je vous l'ai dit, elle a peur d'être un poids pour lui, d'être trop difficile à supporter. On le sait parce qu'elle le dit. Elle le dit très expressément à l'une de ses amies dans l'une des toutes premières scènes, avant le décès de ses parents, avant le drame familial. Voilà, elle dit qu'elle a peur d'être trop difficile à gérer. Et donc elle se contient, elle confronte Christian, mais voilà, elle ne s'emporte pas, alors qu'elle pourrait légitimement être beaucoup plus énervée qu'elle ne l'est. Et malgré tout, Christian n'a pas l'intention d'admettre quoi que ce soit, d'abord d'être honnête, c'est-à-dire de dire qu'il avait effectivement prévu de partir et qu'il ne lui avait pas dit. Alors on précise aussi, c'est une précision qui me semble être importante, on sait aussi dès le début du film que Christian a envie de la larguer. Et qu'il n'ose pas. Et qu'il n'ose pas, que ses amis le poussent à la larguer avant le drame familial. Le drame surgit, on les retrouve quelques mois plus tard, évidemment, il n'a pas pu se résoudre à l'abandonner dans un moment pareil, ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas le lui reprocher finalement. Mais voilà, il est resté, même si contraint et forcé, même si on sent qu'il n'a pas osé. Il est là, mais malheureusement pour le pire, vu qu'il est en dilettante et qu'il n'est ni un soutien, ni... Oui, voilà, qu'il se de... fiche d'elle, franchement. Et donc, Christian n'admet pas qu'il avait prévu de partir en Suède, et finalement, c'est Dani qui va s'excuser, voyant qu'il ne réagit pas comme elle le souhaite, qu'il n'a pas envie de s'engager dans cette discussion. Elle s'excuse, je crois même qu'elle se met à pleurer, et voilà, en lui disant qu'elle n'a pas voulu lui faire de reproches, qu'elle n'a pas voulu l'accabler, qu'elle est un peu parano, qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. On voit dans cette scène le rapport de domination, plutôt de soumission de Dani à Christian. Et je l'ai trouvé vraiment intéressante parce que la première fois que j'ai vu le film, j'ai perçu Christian comme un pauvre type. Je pense qu'on le perçoit tous comme un pauvre type. Il est lâche, très lâche. Il est complaisant, il est hypocrite, il est un peu pâteau, un peu lourd, un peu gauche. Mais je ne l'avais pas perçu comme étant un manipulateur. Et dans cette scène, il apparaît perfide, il apparaît manipulateur. Il sait qu'il abuse d'elle, psychologiquement. Et j'ai trouvé ça franchement intéressant. Voilà, il le fait par confort en fait, parce qu'il n'a pas du tout envie de... Il n'a pas le courage de s'enfuir, et en même temps il n'a pas le courage de se confronter aux névroses de sa copine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se ménage, il met des espèces de coussins autour de leur relation, en se laissant bercer par le... Je suis d'accord avec toi, il y a de ça, mais finalement je trouve que ça va au-delà. Hein.
pas seulement une question de confort. Ah non, mais il n'en est pas moins malfaisant, attention. C'est un peu pervers quand même. C'est un peu pervers. Et donc je me suis dit, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Dany, l'histoire de Midsommar, hein, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va finir par intégrer, être récupérée par cette communauté, cette espèce de secte. On est dans le registre de l'abus de faiblesse, et finalement, avant même qu'elle ne soit récupérée par la secte, avant même de prendre l'avion, elle est victime d'abus de faiblesse aussi, finalement. Un abus de faiblesse qui est l'œuvre de son petit ami Christian. De la personne qui est devenue la plus proche d'elle. Donc il y a un rapport de force là qui est très très intéressant, qui est un petit peu plus creusé par cette scène de dialogue rallongée, où de mémoire Florence Pugh s'excuse vraiment, se met à fondre en larmes, alors que lui est assis, on sent qu'il en a même marre de l'avoir s'excuser. Et il retourne en fait la chose en faisant une inversion accusatoire terrible. Il menace de partir. Une esquisse d'inversion accusatoire, il lui dit en gros, dans les grandes lignes, tu as un petit peu tout gâché parce que je voulais te faire une surprise, ce qui est intégralement, ce qui est un mensonge éhonté en fait. Mais il le dit sans le regarder dans les yeux, sans un aplomb incroyable, il est affagi sur le canapé. Et il a trouvé le truc le plus commode et le plus paresseux en fait pour s'organiser une porte de sortie. Voilà, il improvise une espèce de fausse surprise en disant à Dany qu'il avait prévu de l'emmener en Suède. On sait que c'est évidemment faux, on le sait parce que c'est ce qu'il explique un peu plus tard à ses potes. Donc oui, scène intéressante qui montre bien la relation entre ces personnages, la relation très malsaine entre ces deux personnages. Et c'est coup double en fait pour le réalisateur Ari Aster, puisque il y a plus tard, cette fois-ci en Suède, une autre scène de dialogue rallongé. Une deuxième scène de dispute qui fait écho à celle-ci. Et qui survient après un autre drame. Donc au départ, c'était après le suicide de la sœur qui emporte les parents. Et là, c'est une scène qui survient après le premier... La scène terrible du film, la première cérémonie, le premier rituel, le premier sacrifice. Alors il faut être très précis, il y a un avant et un après sacrifice qui sont assez différents. Il y a un truc qui était un petit peu anodin dans la version cinéma et qui est très intéressant grâce à cette scène de dispute qu'on vient d'évoquer, c'est le moment où, rassemblés pour le premier repas collectif, le moment où les deux premiers sacrifiés, le couple de personnes âgées, va prendre son dernier repas avec la communauté, arrive, Dany vient et offre des fleurs à Christian, dans un geste complètement désintéressé. C'est à ce moment-là D'accord. Complètement innocent. D'accord, elle lui offre les fleurs avant... Elle lui offre les fleurs au repas, en fait, avant la scène de sacrifice. On va préciser, parce que ce ne sera pas très compréhensible sinon. Cette scène de sacrifice dont on parle, c'est probablement la scène la plus choquante et violente du film. Dans cette communauté païenne, les membres de la communauté qui atteignent l'âge de 72 ans doivent se sacrifier. Mourir de leur belle mort, comme tu l'as dit hier, quand on en discutait. Et le sacrifice est violent, puisqu'il se jette, il y a toute une préparation rituelle, et puis il se jette d'une falaise et s'éclate la tête. S'éclate littéralement la tête contre un rocher qui se trouve donc au pied de la falaise. La scène est vraiment très dure à regarder. D'autant que alors vous avez en l'occurrence une femme et un homme de 72 ans ou un peu plus de 72 ans. La femme réussit finalement à se suicider. L'homme est encore vivant quand il touche le sol. Il manque le rocher et il est achevé à coups de marteau. Voilà, par 3 personnes successives de la communauté qui portent aussi un habit rituel. Voilà. Donc il fallait qu'on revienne un peu dessus parce que donc l'avant et l'après de cette scène étaient déjà intéressants dans la version sale. Et là donc au repas général qui précède cette scène de sacrifice. On précise, pardon, encore une fois, une autre petite précision. Qui assiste à cette scène? Donc vous avez les membres de la communauté et puis vous avez les 6 touristes, les 6 étrangers. Parmi ces 6 étrangers, vous avez donc Dany et son petit ami Christian et 2 amis de Christian qui sont tous les 4 américains et qui sont invités par Pelle. Et vous avez aussi un couple de Britanniques, d'Anglais, qui sont les invités de Ingmar, qui est le frère, nous dit-on, de Pelle. Voilà, je le précise parce que
c'est important pour la suite. Alors, c'est nos points de repère en tant que spectateurs, et eux, tous ont des réactions un petit peu différentes face à ce qu'ils ont subi. Face à la scène. Et donc, l'avant et l'après. L'avant-sacrifice, c'est un dernier repas pour cet homme et cette femme qui traversent un champ, qui sont habillés de manière rituelle, mais avec des vêtements différents du reste de la communauté. Et donc, avant ce repas, Danny amène des fleurs à son petit copain Christian, dans un geste absolument vraiment désintéressé. N'importe qui de sensé verrait que c'est Spontané. C'est spontané, c'est gentil, etc. Or, le jour de l'arrivée des invités dans la communauté est aussi le jour de l'anniversaire de Danny. Anniversaire que Christian, dans sa grande mansuétude, a complètement oublié. Voilà. C'est une preuve de plus de son désintérêt total pour la personne qui partage sa vie. Alors que se passe-t-il ? Nous, on se dit, bon, ça arrondit les angles, il lui amène un bouquet, ça va. On subit ce sacrifice, donc on oublie complètement. Et encore plus, c'est un truc aussi anodin que ce bouquet. Il y a une scène de dispute post-sacrifice où Danny et Christian donc, ont des mots durs l'un envers l'autre. Cette scène a été rallongée. Et dans cette scène rallongée, détail passionnant, en fait, Christian attaque Danny en disant que le bouquet, c'est un moyen de le faire culpabiliser d'avoir oublié son anniversaire. Ce qui est d'une mauvaise foi... C'est retorse. Ah oui, c'est terrible. C'est presque dur à comprendre, en fait, finalement. Voilà, l'effet sur le public est double. Non seulement ça affine la caractérisation de Christian qui passait pour un semi-lâche en dilettante au cinéma et qui là est vraiment... Il est confirmé dans son statut de manipulateur, en fait, en quelque absolument, sorte. Voilà. Mais manipulateur tout à fait... malheureusement pas aussi fin et pas aussi organisé que la communauté qui est la véritable menace en fait pour eux deux. Donc en tant que spectateur, on est aspiré par ce conflit, enfin cette espèce de lutte intestine entre les deux, et ça les rend en fait encore plus aveugles à l'horreur qui peut au fait qu'ils soient déjà dans une prison à ciel ouvert. Donc ajout, je pense que là on est d'accord tous les deux, c'est un des ajouts les plus passionnants en fait. Oui, ces deux scènes de dispute et cette seconde scène est encore plus intéressante que la première. Voilà, en fait, oui, Christian finalement reproche à Danny de lui avoir, par contraste, renvoyé cette image qu'il semble finalement avoir de lui-même, qui est l'image d'une défaillance, quoi, d'un désintérêt. Voilà, ce que Danny n'a pas du tout calculé, quoi. Donc on voit dans Midsommar, en fait, un simple bouquet de fleurs recueilli à la sauvette peut être perçu comme une menace, quelque chose de malfaisant. Et lui fait feu de tout bois, finalement. C'est-à-dire que le premier argument qui lui passe par la tête... Donc il est à la fois méprisant envers elle et complètement à côté de la plaque sur les intentions de sa copine. Il faut préciser aussi que... Là, je ne suis pas sûre de moi, tu me diras si tu te souviens de la même chose. Cette scène de dispute commence finalement cette scène comme une scène de discussion entre Danny et Christian. Ils se retrouvent dans le village quelques heures après le sacrifice, la scène de la falaise. Et Danny demande à Christian s'il n'est pas un peu perturbé par ce qu'ils viennent de voir. Et cette histoire de bouquet de fleurs, c'est aussi, il me semble, pour Christian, un moyen de détourner l'attention de ce sujet. Parce qu'il n'a pas tellement envie, apparemment, de dire que ça l'a laissé un peu indifférent. Ce qu'on comprend quand on regarde la scène et puis ce qu'on comprend par la suite. Voilà. Et l'indifférence, en fait, de Christian vis-à-vis de ça, alors ça annonce l'indifférence aussi de Josh, qui est un de leurs camarades et qui veut faire sa thèse aussi sur la communauté, parce que Josh et Christian sont tous les deux thésards. Josh sait très bien ce qu'il veut. Christian, lui, visiblement, il arrive en fin d'année, il sait toujours pas ce qu'il veut faire. Et boum, une fois dans cette communauté, il décide de prendre le même sujet de thèse que Josh, à savoir cette communauté en particulier, ce qui va les mettre en compétition et créer une rivalité. Alors on n'est pas encore là, mais néanmoins, la manière qu'a Christian de détourner l'attention en parlant du bouquet de fleurs, ça nous amène à l'idée qu'il considère très très vite, sans prendre la mesure de l'horreur de ce qu'il a vu, qu'il n'a pas les codes culturels. En fait. C'est quand même quelque chose, tu m'en as parlé hier aussi, qui était avancé en fait à ce... qui avançait à ce moment-là. Je crois que c'est là qu'il lui dit... il lui dit clairement que de toute manière, ça doit bien les choquer, eux, combattre nos vieux dans des hospices. Effectivement, je t'ai dit que j'avais un peu découvert, en revoyant Midsommar, une sorte de critique
du relativisme culturel, on va dire, dont font preuve les personnages, en tout cas les 4 Américains, puisqu'à plusieurs reprises, à 2 ou 3 reprises, Christian, il me semble qu'il est le seul à dire ça, peut-être que Josh le dit aussi, dit à Danny que certes c'est terrible de voir des gens sauter d'une falaise, se sacrifier parce qu'ils ont atteint l'âge fatidique de 72 ans, que c'est graphiquement extrêmement violent, ça l'est pour le spectateur, alors on peut l'imaginer pour les personnages, mais qu'enfin, faut comprendre, c'est une culture différente. Les valeurs américaines, les codes de la société américaine ne peuvent pas s'appliquer. Et donc c'est une manière pour eux de justifier leur indifférence à l'égard de tout ce qui se passe. Absolument. Ce qui pourrait être une vraie preuve d'ouverture d'esprit si ça ne venait de Christian, dont on sait qu'il n'a qu'un intérêt en fait, c'est d'éviter les sujets qui fâchent. Et on comprendra plus tard le fait qu'il a enfin trouvé son sujet de thèse. On pourrait y revenir, il y a quelque chose de très intéressant. On verra que Ari Aster oppose en fait les 2 touristes anglais dont on vous parlait avec ces 4 touristes américains. Mais juste avant, je pense que... On y reviendra un petit peu après. On peut revenir sur une scène qui est peut-être la seule vraie scène inédite, en tout cas la scène inédite la plus longue de ce director's cut. Si tu veux la Bien décrire sûr, alors ça se passe justement peu après la dispute, et c'est, alors chose rare, c'est une scène nocturne, donc il tranche déjà avec à peu près environ 100% de Midsommar. Il y a très très peu de scènes de nuit dans Midsommar, elles sont concentrées au début du film, donc avant le départ en Suède, et il y a une très brève scène où Josh, donc le camarade Thésar, se faufile du dortoir pour pénétrer le temple de la communauté et essayer de prendre des photos de leur livre de prière, livre de culte, livre qui a été lu à haute voix pendant le sacrifice. Voilà, c'est quelque chose, on lui a dit, vous n'y aurez pas accès, il n'y aura pas de photos, c'est impossible, donc il va braver cet interdit. Voilà, et cette scène, effectivement, se déroule de nuit, mais on le comprend parce qu'il a besoin de l'obscurité pour aller commettre son méfait. Exactement, voilà, il y a une vraie raison pour qu'il y ait une scène nocturne qui vienne comme ça un petit peu casser le rythme diurne du film. Mais cette scène est très brève, alors qu'on doit passer 5 bonnes minutes en compagnie de la scène inédite, grosse scène inédite de Midsommar. C'est une nouvelle cérémonie qui se déroule au bord d'un lac. Les personnages de la communauté sont en demi-cercle autour de la bordure du lac. Il y a comme témoins de mémoire Danny, Christian et Josh. Il n'y a pas le couple d'Anglais qui sont sortis très justement traumatisés du premier sacrifice, et qui du coup là sont hors champ, sont peut-être partis dans le dortoir, en tout cas n'ont pas continué à assister aux festivités. Alors chose très intéressante, la première, c'est qu'il y a une forme de théâtralisation, oui. Mais bien au-delà en fait de la scène de sacrifice au bord de la falaise, elle est très très différente. Il y a vraiment 2 gens de la communauté qui vont se mettre à jouer rapidement une petite scénette, un rôle. Et c'est théâtral dans le sens où c'est surjoué, c'est-à-dire que ces deux membres de la communauté jouent chacun un rôle, se donnent la réplique, ça semble même préécrit finalement. Bien sûr, ils jettent des phrases à la cantonade, donc il y a un homme qui s'avance au milieu du demi-cercle et qui dit j'entends le ventre de la déesse gargouiller, elle doit encore avoir faim. Et la femme de lui répliquer est-ce que quelqu'un entend le moindre gargouillement ? Toute la communauté répond de concert non, rien du tout. Et lui, dans un trait d'humour, rétorque eh bien, c'est mon propre ventre qui devait gargouiller. On a vraiment l'impression d'assister à un sketch en fait, une espèce de... Avec participation du public. Absolument, voilà. Duo comique. Et c'est étonnant parce que c'est le comique, c'est un film assez drôle quand Midsommar, assez dépend, non. C'est drôle, grâce au choc des cultures qui est au-delà de la raison en fait, qui est entretenu par Ari Aster tout le long. Mais là, pour une fois, la drôlerie vient de répliques tout à fait conscientes, et tout à fait voulues, volontaires de la part des personnages suédois. Et cette scène dénote aussi d'ailleurs à cet égard, finalement. Ah oui, vraiment, c'est vraiment une scène coupée au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire tant en termes de rythme qu'en termes de photographie, vu que c'est la scène nocturne, entre guillemets la seule vraie scène nocturne du film, et parce que les personnages menaçants jouent un rôle, elle est vraiment à part dans le long métrage, donc on sent à tous les égards que c'est une vraie scène coupée, qui appelait pas de tous ses voeux de ne pas être présent dans le montage cinéma, mais dont on sent qu'elle tranche avec le reste, mais pour des raisons encore plus pernicieuses. Donc c'est des choses que toi tu m'as fait remarquer.
C'est sur le terme de la langue et du langage. Oui, tout à fait. Alors, on précise peut-être comment se termine cette scène, c'est peut-être utile. Oui, avant toute chose. Je vais finir ou tu veux le faire peut-être. L'un des personnages, je crois, voilà, pose une question à la foule. Tout est préparé encore une fois à l'avance. Dit y a-t-il quelqu'un pour se sacrifier? Voilà, je ne me souviens pas des termes exacts. À la déesse du lac. Elle appelle un sacrifice. Et là, s'avance un enfant, un petit garçon, ou une petite fille, mais un petit garçon, je crois. C'est un petit garçon. Déguisé, avec un espèce de déguisement, avec des breloques, enfin. Tout est préparé encore une fois, et cet enfant s'avance en disant, je crois que tu te souvenais de la réplique qui t'a marqué. Oui, alors en fait, les gens, les adultes applaudissent son courage, lui disent bravo, et il a cette réponse qu'il dit d'un ton tout à fait monocorde et apaisé. Il n'y a aucun courage à rentrer chez soi. Voilà, il est dans une totale... il est endoctriné. Il est dans une totale acceptation de la mort qui est absolument anormale à cet âge-là. Donc c'est déjà glaçant. Ça crée un nouveau décalage après la scène théâtrale, mais décalage qui du coup n'est plus drôle. Il s'avance vers le bord du lac, 2 hommes lui mettent des chaînes aux pieds. Ils le prennent l'un sous les genoux, l'autre sous les épaules, donc il est au-dessus du sol. Et un 3e homme vient poser un rocher de je ne sais pas combien de kilos sur le ventre de l'enfant. Et là, il menace de le jeter à l'eau, donc il le balance en comptant 1, 2, 3. Donc le suspense grimpe au fur et à mesure et nous, du décompte. évidemment, en ce moment-là, nous, spectateurs, mais également les touristes américains qui assistent à la scène, et Danny en particulier, on est persuadé que l'enfant sera jeté à l'eau. C'est-à-dire qu'on vient de voir 2 personnes se sacrifier en se jetant d'une falaise. On n'a plus aucun doute qu'ils sont capables de... Voilà, on se dit c'est le 3e sacrifice, c'est le rituel suivant. Et donc, Danny, qui encore une fois est un peu la seule parmi les Américains à être interpellée par ce qui se passe, sort de la foule et se met à crier « Non, lâchez-le ». Et il semble que tout ça fasse partie de cette petite scénette, puisque les membres de la communauté, le public, se met à crier en chœur « Non, relâchez-le, laissez-le ». Et il dit surtout il a prouvé sa valeur. Il a prouvé sa valeur. Il était prêt à mourir. Donc c'est l'enfant est marrant relâché, il est délié et la scène se termine ainsi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, c'est pas une scène violente. C'est une scène en revanche qui est assez perturbante. Ouais. Alors ça joue. Alors le point positif, c'est que ça joue avec les attentes du public, vu que nous on sait désormais de quoi ils sont capables et donc on a très très peur pour l'enfant. Et par contre, t'as une réserve du coup sur cette scène. Oui, j'ai une réserve sur cette scène. Ça m'a un peu troublée parce que dans cette scène, les membres de la communauté donc, qui jouent la scénette et le public qui participe s'expriment en suédois ou dans un dialecte suédois. Et jusqu'à présent, dans les scènes qui précèdent, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Les dialogues ne sont pas traduits. On en est en fait au même niveau que les personnages. C'est-à-dire que tant qu'un personnage ne devient pas traduit en anglais, eh ben, les Américains ne savent pas ce qu'ils disent, et ben, nous, spectateurs, on n'a pas de sous-titres. Pelle et Ingmar voilà, font les traducteurs ou d'autres membres de la communauté qui parlent anglais, mais en tout cas, on est toujours du point de vue des étrangers qui ne savent pas bien ce qui se passe et qui ne peuvent pas communiquer directement avec les membres de la communauté. Et dans cette scène, étrangement, tout est traduit. Alors, c'est nécessaire parce que sinon, je pense que l'effet théâtral aurait été totalement anéanti. On compose avec une seule vision du directeur Scott quand même. Donc il y a peut-être qu'on exagère un peu en disant qu'il n'y a rien qui est traduit. Je vais me souvenir qu'il y a le discours d'inauguration qui est où il y a quelques traductions. Oui, voilà, donc c'est sensiblement en tout cas, c'est pas aussi évident que dans cette scène-là en fait. Non, et notamment il me semble que dans la fameuse scène du suicide, la scène de la falaise, précisément. Les personnages et donc le spectateur ne sait pas à quoi s'attendre parce que avant que les 2 personnes âgées ne se suicident, il y a une espèce de rituel et la prêtresse ou le prêtre ou les membres de la communauté qui s'expriment, il me semble, parlent en suédois et nous ne comprenons pas, nous ne savons pas ce qui va se passer. Donc, alors que dans la scène du lac, nous avons nous la traduction par les sous-titres et donc on a l'ascendant sur les personnages américains, ce qui est un peu... On est un observateur, on change de point de vue, c'est un peu déroutant. J'ai trouvé ça, je me souviens d'avoir pensé en le voyant que c'était un peu dommage. Et
d'autant plus que ce travail sur les dialogues et sur les incompréhensions, sur le fait que les étrangers, donc les protagonistes et les membres de la communauté ne se comprennent pas, tout ce travail est assez intéressant. C'est un élément clé de l'œuvre, à mon avis, parce qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, il me semble que les paroles sont de plus en plus souvent traduites. Absolument, et ça arrive à un point culminant qui est 1 heure et demie plus tard, lorsque Dany est consacrée reine de mai, après s'être lancée dans une danse interminable avec les autres membres féminins de la communauté. Elle danse avec d'autres jeunes filles. Voilà. Et lorsqu'il reste que 3, et après, elles sont sous l'effet d'une drogue dont on ne connaît pas exactement les effets. Et en fait, elle réalise qu'elle parle suédois, en se mettant à parler spontanément suédois à une des dernières filles en train de danser avec elle. Donc c'est un moment de joie, de félicité, très dérangeant aussi. On ne sait pas si elle parle suédois ou un dialecte suédois, ou en si elle cas, parle une langue qui existe, mais elles se comprennent. Et la scène est très intéressante. Ouais, on dit long sur l'intégration par le langage, en fait. Voilà, ça démontre que Dany est en train de s'intégrer à ses dépens, à mon avis, dans cette espèce de secte. Ou d'être intégré plutôt, d'être aspiré. Et tout ça raccordé, ça nous a fait penser du coup à un autre film. Ça nous a fait penser à un autre film que j'ai découvert personnellement il y a quelques jours, que tu m'as fait découvrir, qui est Le 13e guerrier. Voilà, et on n'avait pas du tout fait le lien en fait entre les deux. Bon, c'est assez timoré, mais quand même, il y a donc on va résumer rapidement. Antonio Banderas joue un émissaire du Moyen-Orient qui est en exil. Et qui se retrouve en fait à intégrer une troupe de vikings. Ils sont 12 guerriers qui sont appelés à aller combattre une force maléfique dans un village isolé, et lui devient le 13e guerrier du groupe, mais par définition, il ne parle pas leur langue, et le spectateur non plus. Et John McTiernan se passe de sous-titres, le réalisateur se passe de sous-titres, et donc on est amené, en même temps qu'Antonio Banderas, à observer les gestes, à écouter leur langue sans la comprendre. Et au fur et à mesure, après une veillée funèbre, une deuxième, une troisième, comme ça, il finit par comprendre leur langue, et là, les personnages se mettent à parler anglais. Voilà. Et donc il y a quand même un travail là-dessus qui est fait, et je trouve qu'Ari Aster, enfin en tout cas toi, sur la scène du lac, il perd en fait oui, parce que dans le 13e guerrier, finalement, cette scène a un peu la même utilité que la scène dans Midsommar, dans laquelle, alors qu'elles sont en train de danser autour d'un immense totem, les deux jeunes filles, donc Dany et une jeune Suédoise, se mettent à communiquer. C'est une scène qui montre l'intégration progressive du personnage. Dans le 13e guerrier, c'est le cas. Le 13e guerrier ne devient finalement le 13e guerrier que quand il comprend, quand il parvient à communiquer avec les autres membres de cette tribu viking. Exactement. Après, une fois le 13e guerrier mérite un podcast à lui tout seul. Mais c'était amusant de constater le travail vraiment sur l'intégration par la langue et par le langage sur les deux films à quelques jours d'écart, et Ari Aster en fait toucher ça du doigt en fait avec avec Midsommar. Et ça explique d'autant plus peut-être que le fait que la scène ait été coupée. Oui, et ce travail sur les langues, il est intéressant également parce que je me suis vraiment rendu compte en revoyant Midsommar que les membres de la communauté étaient très manipulateurs et jouaient régulièrement la carte de la naïveté, de l'incompréhension, en faisant mine de ne pas comprendre l'anglais, alors qu'en réalité on se doute qu'ils le comprennent et qu'ils le parlent tous. On peut l'imaginer, en tout cas. On peut le supposer. Et ça, on pense à la même scène, je crois, cet effort de manipulation par la langue culmine non pas dans un moment où ils parlent suédois, mais dans un moment où ils parlent anglais. Parce qu'ils font croire, alors que Josh, le personnage, l'ami du groupe qui veut faire sa thèse, lorsqu'il s'en va dans la scène nocturne dont on parlait un peu plus tôt, essayer de subtiliser ou en tout cas photographier le livre de culte de la communauté, se fait assassiner, disparaît du récit. Et que font les membres de la communauté ? Ils prétendent que le livre a été volé. Donc ils font croire aux Américains encore sur place que l'un d'eux, donc bien sûr sans les nommer, tous les doigts sont pointés sur eux, ils laissent penser que le livre a été volé par l'un d'entre eux. Donc ils divisent encore un peu plus le groupe par le mensonge. Ouais. Donc c'est un niveau quand même de douce manipulation terrible et qui ne tient qu'à quelques mots. Voilà, là, ils fabriquent littéralement un authentique mensonge pour les manipuler un peu plus. Mmh. Donc c'est la question du langage enfin de la langue en tout cas est très très intéressante. Et en parlant de différences de langue et de différences culturelles, je crois qu'on s'est quand même bien amusé à voir le comportement tout à fait
à la fois amusant et très gênant des touristes dans le, Oui. dans le film, notamment en termes vestimentaires. Oui, alors ça c'est un autre élément que... Qui était présent, mais qui est encore plus Qui était- sensible dans le Director's Cut. Exactement. Je me suis rendu compte, en voyant ce Director's Cut, qu'Ari Aster mettait vraiment de manière très nette en opposition les deux touristes anglais, donc qui sont les invités de... Comment s'appelle-t-il ? Ingmar, pardon. Et les 4 touristes américains qui sont les invités de Pelle. Donc, Ingmar et Pelle, nous dit-on, son frère. Enfin, en tout cas, ils sont... Corrélégionnaires, très corrélégionnaires. proches. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Ces touristes anglais qui vont connaître une fin tragique, enfin comme tous les personnages du film finalement, sont les premiers à disparaître. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les seuls à prendre conscience de ce qu'il se passe autour d'eux. Ils ont des réactions, notamment leur réaction face à la scène du suicide des personnes âgées, la scène de la falaise. Leur réaction est proportionnée à la violence de cette scène. Ils se mettent à hurler. Ils ne comprennent pas pourquoi personne ne réagit. Et ils sont vraiment dans un état d'hystérie. Enfin, il me semble que la jeune fille, Connie, est un peu hystérique. Et suite à cette scène, ces 2 touristes anglais, donc qui sont en couple, veulent partir. Et c'est parce qu'ils veulent partir qu'ils vont être sacrifiés très rapidement. Voilà. Être les premiers à disparaître du récit. Ouais. Voilà. Sans qu'on sache précisément ce qu'ils deviennent avant la fin du long métrage, mais c'est bien évidemment qu'ils ne sont pas partis, qu'ils n'ont pas pris un train. Et on sait tous à ce moment-là qu'ils ont connu une fin tout à fait désagréable. Et non seulement ils sont rationnels, mais tu l'as dit, c'est assez amusant, c'est un petit détail, mais qui a son importance. À la différence des touristes américains, ils sont respectueux et bien habillés. Et je ne sais pas... Ils ont l'air en tout cas moins décontractés. Voilà, ils ont l'air plus respectueux. Je une pense forme que de plus polis. politesse vestimentaire qui est totalement absente des touristes américains. Et ils servent à 2 choses. Nous, la version cinéma nous faisait croire, à raison aussi, hein, mais que c'était un élément de contraste, en fait, ce couple anglais avec le couple Danny et Christian. Ça l'est aussi, parce que Ouais. ce couple est soudé, enfin ils ont l'air de Ils se s'aimer, tiennent de par la tenir... main, ils sont tendres l'un à l'autre. Ils savent tenir depuis l'un combien à de temps l'autre. ils sont ensemble, contrairement à Christian qui n'est pas foutu de dire depuis combien de temps il est avec Danny quand on lui pose la question. Et en fait, ils se limitaient un petit peu à ça dans la version cinéma. Et étrangement... Et ici, voilà, on a l'opposition. le fait qu'ils soient absents de la scène du lac aussi, de Il vient mémoire. souligner en fait tous les défauts de ce groupe d'Américains franchement insupportables, à l'exception peut-être du personnage de Danny. Mais en tout cas, les 3 garçons, Christian et ses 2 amis, qui s'appellent Mark et Josh, si je ne dis pas de bêtises, sont insupportables pour des raisons différentes que je vais tâcher de résumer. Alors c'était déjà présent dans le Director's Cut, dans la version cinéma, tout ça, mais par d'autres détails, Ouais. c'est rendu encore plus évident rétrospectivement. Alors non seulement ils sont habillés en jogging pyjama Comme à la maison. presque tout le film, à l'exception des scènes dans lesquelles Danny porte la robe traditionnelle. On leur jettera pas la pierre. Hein, voilà. Ils sont en vacances après tout. Ils hein, sont c'est en vrai que- vacances, après tout. Et ça se voit. Mais c'est assez caractéristique des touristes américains, il faut le dire quand même. Les sportswear, le sportswear en voyage. Mais ce n'est pas tout, en fait. Ça, finalement, encore une fois, c'est un détail. Les touristes américains, en tout cas les 3 garçons, sont impassibles, quasiment indifférents à l'égard de tout ce qui se passe. Et notamment cette scène la scène de la falaise, la scène du suicide des personnes âgées, les choque forcément un peu, mais leur réaction est disproportionnée. C'est-à-dire que... L'emphase est mise sur Danny qui elle devient catatonique et on devine sans qu'il ne soit besoin de le dire qu'elle revit un traumatisme récent, d'être confrontée à une mort violente. Eux ont l'air surpris, mais pas affolés. Et il n'y a que les touristes anglais en fait qui à la fois soient conscients de ça comme Danny, mais qui en plus aient la force mentale de réagir. C'est ça. Et en même temps, la réaction des touristes anglais paraît naturelle, alors Bien que sûr. celle des Américains paraît presque incompréhensible. Et c'est renforcé
cette impression par une scène ajoutée. Je crois que c'est une scène Absolument, inédite. un savoureux détail. Donc, il faut préciser que lors de la scène de la falaise, il y a un des 3 Américains. Un des 3 garçons américains qui est n'est parti faire une pas, sieste, qui n'est pas présent, qui n'est n'assiste pas pas, là. à la scène. C'est Josh. Non, Non, c'est Marc. c'est Pardon, Marc. C'est Marc. Alors, quand ils reviennent du sacrifice, Marc leur dit une chose, mais qui est éloquente. On s'attend à ce qu'il demande est-ce que vous allez bien, est-ce que Danny va bien. Non, il dit mais vous aurez pu me réveiller. En gros, il a raté le show, il a raté le grand spectacle. C'est ça. Mais bon, il sait pas non plus à ce moment-là ce qui vient de se passer. Alors, Marc, que fait-il ? Il a peut-être fait une sieste, mais en tout cas, quand on le retrouve à l'issue de la cérémonie, il est assis sur une marche sur le C'est à perron. l'entrée du dortoir, il me semble. À l'entrée du dortoir. Et il est en train de regarder sur son téléphone portable une vidéo ou d'écouter un podcast ou quelque chose d'enregistré. D'enregistré parce vu qu'il qu'ils n'y a ont pas pas de internet réseau, là-bas, tout c'est est ça. coupé, ça doit être un extrait qu'il avait sur son téléphone. Et il écoute la description, La chronique radio. la chronique d'un accident de la route assez violent visiblement, puisque on apprend que le conducteur d'une voiture, le conducteur d'une voiture c'est un peu un pléonasme, enfin le conducteur a le pénis sectionné. Pourquoi ? Il me semble parce qu'il était en train de recevoir une fellation. Il se faisait sucer au volant. Voilà, au il y a moment eu où un l'accident petit coup de frein malheureux, il s'est fait couper le pénis en fait. Donc ça a placé à ce moment-là, ça a un effet drôlatique absolument irrésistible. Déjà parce que le mec est complètement décontracté en écoutant ça ne l'impressionne pas du tout. Il s'écoute ça comme n'importe quel. Mais ce qui est courant, on écoute tous, on regarde tous des choses. Mais dans le cas de Midsommar, c'est hilarant. Parce que voilà, parce nous, que on vient de vous avez subir un truc de plein de fouet et lui, il est à côté en train de s'écouter ça alors qu'il était absent. Ces 3 camarades viennent d'assister à une scène d'une violence inouïe. Danny est perturbé, les 2 garçons ne le sont pas tant que ça parce que tout ce qui les intéresse, c'est la manière dont ils vont pouvoir se servir de ce qu'ils viennent de voir pour nourrir leur thèse. Et finalement, voilà, vous avez ce contraste qui n'en est pas tellement un finalement, entre ce qu'ils viennent de voir et ce qu'est en train de regarder ou d'écouter Marc. Et moi, je me suis dit, c'est une manière de montrer à quel point la violence est banalisée. Absolument. Et il y a alors autre détail, on va sauter un petit peu plus loin, sur le personnage de Marc, toujours, qui, sans vraiment le faire exprès, par ignorance, s'en va pisser un coup sur un tronc laissé à l'abandon dans la cour. Cette scène est présente dans la version cinéma. Alors, elle est présente. Il me semble. Elle est absolument présente. Il s'en va pisser. Un type de la communauté s'affole, lui court après, l'engueule comme du poisson pourri, à juste titre, parce qu'en fait, c'est là qu'ils dispersent les cendres de leurs ancêtres, et tout ça, c'est vraiment une espèce de tombeau symbolique et naturel. Que se passe-t-il ? Donc bien sûr, il se fait apostropher, insulter. Et à ce moment-là, Christian arrive dans le champ de la caméra, et n'importe qui de normalement constitué serait mortifié de honte et se confondra en excuses. Que fait Christian ? Il ricane. Il a les mains dans la poche, il est en t-shirt jean, et il pouffe, littéralement. Donc ce qui le rend encore plus méprisable. Et même leur ami Pellé, qui les a ramenés là, leur dit c'est un peu comme s'il avait pissé sur une tombe en fait. Donc on sent que même lui qui les a ramenés ici, à qui la communauté va devoir d'avoir des personnes à sacrifier, même lui est pas bien et a quand même envie de rentrer dedans. Et que fait Christian ? Il rigole. Parce que pisser sur une tombe, c'est rigolo. Ça souligne encore. Ouais. Moi, je pense vraiment. Et le dialogue, je termine juste là-dessus, le dialogue en fait post-urinoir est étendu dans la version longue et renforce encore plus à la fois la gentille beaufrie des uns et le malaise que ça crée. Oui. Alors, c'est très très... Voilà. Moi, je pense, en le revoyant, je pense qu'il y a une critique non pas de la société américaine, mais du touriste américain. Le comportement des 3 Américains, on peut exclure Danny, enfin c'est particulier, mais en tout cas des 3 garçons américains, les 3 sont insupportables, pour des raisons un peu différentes, mais toujours est-il que les 3 sont insupportables. Ils sont indifférents à ce qui se passe autour d'eux. D'ailleurs, ils ne voient rien venir. Ils sont opportunistes. Ils posent des questions totalement déplacées à la communauté. Christian et Josh, juste pour mourir leur thèse. Voilà, sont obsédés par cette histoire de thèse, sont en rivalité, ils ne pensent qu'à ça, qu'à trouver le meilleur scoop en quelque sorte. Ils se font une petite guéguerre. Marc, quant à lui, est obsédé par l'une des filles de la communauté qui lui tourne autour. Enfin, bien sûr, c'est pour le manipuler, mais effectivement, elle lui tourne autour et c'est tout ce qui l'intéresse. Je crois qu'il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, Marc, mais il ne parle à peu près que de ça, que de la fille qui l'intéresse.
Oui, puis c'est rigolo. Enfin, il est très appris. Forcément, c'est le mec qu'on aime bien voir en soirée, mais c'est vrai que dès qu'il s'agit d'être un petit peu. Mais il est assez mal poli, donc. Ouais. Donc indifférent, opportuniste et condescendant aussi. Et on en parlait tout à l'heure de cette espèce de relativisme culturel. Moi, je l'ai interprété comme de la condescendance. Et je me suis dit que c'était peut-être pour ça que les Américains, à la différence des Anglais, ne voient rien venir, sont totalement aveugles, ne voient pas la menace qui pèse sur eux. Alors qu'on pourrait penser, et je l'ai lu dans un certain nombre de critiques, je sais que beaucoup de spectateurs ont trouvé que c'était peu crédible que les personnages n'aient rien vu venir. Mais je pense qu'ils ne voient rien venir parce qu'ils sont tous un peu en dilettante, un peu obsédés par leur thèse, par les filles, mais aussi à cause de cette condescendance. C'est un peu l'idée qu'ils sont chez les bons sauvages, dans une petite communauté, un petit village rural au fin fond de la Suède, et qu'il ne peut rien leur arriver de mal. Ça. Et cet aspect-là est très réussi. Il n'y a rien de plus dur à faire avaler aux spectateurs de films d'horreur qu'un personnage qui ne réagit pas face à la violence. On a envie de lui dire « mais non, va pas par là, mais non, on réagit », alors que nous, on serait sûrement mortifiés. Il nous le fait accepter, Ari Aster, par... moi, je pense, j'avais ce ressenti au cinéma, je l'ai encore plus en le revoyant, parce que je crois pas l'avoir déjà dit, c'est un film passif-agressif, Midsommar. Tous les personnages sont comme ça, même la photographie est comme ça. C'est chaleureux, c'est solaire, c'est lumineux. Je suis d'accord. Mais c'est très... En salle, je me rappelle que j'avais eu du mal à soutenir en fait cette luminosité aveuglante pendant, au bout de 1h30, 2h. On sent qu'on n'en peut plus jusqu'au brasier final. Et je pense qu'on a fait le tour de la question sur la version longue. On est toujours aussi... alors c'est toujours aussi fascinant de revoir Midsommar aujourd'hui. La valeur ajoutée de la version longue n'est pas essentielle, mais elle est très intéressante pour pas que vous soyez sensible à la démarche de Ari Aster. On commencera peut-être de voir d'abord la version cinéma. Je Oui. pense que c'est plus intéressant de... Ouais, clairement. Pour déjà voir si vous êtes sensible à ça, parce que il n'y a pas vraiment de perte de compréhension ou de thématique si vous ne commencez pas par ça. Et ma foi, bizarrement, le film est tellement chargé en termes de direction artistique que moi, je n'avais jamais vu le symbole le plus surligné du film. C'est que c'est le personnage qui s'appelle Christian qui est finalement sacrifié par des païens. Je n'y avais jamais réfléchi. On en discutait tout à l'heure et c'est vrai que on était tellement je l'ai réalisé hier également. Voilà. Par la charge thématique et visuelle du film de Ari Aster que voilà, c'est la couche la plus évidente Alors du pour film. autant, il n'a rien de christique. Hein, non. Il n'est pas mort pour nous sauver de nos péchés. Il n'est pas du tout prêt à se sacrifier pour quoi que ce soit. Déjà pour qu'il se lève de son canapé, c'est un peu compliqué. Mais il va connaître un sort à la fois grotesque et terrifiant. Mais qu'on vous laissera du coup le soin de revoir là, tout le crescendo est finalement encore plus intéressant avec ses ajouts, mais vous n'y perdrez pas, je pense, en voyant la version cinéma. Il y a une vraie valeur ajoutée en tout cas ce Director's Cut. Je pense qu'on a tout dit, ma foi. Oui, on a tout dit. Crois. Voilà. Merci à toi Mathilde, ça me fait plaisir de reparler de fond en comble et de revoir Midsommar. Le plaisir est pour moi. L'Infini Détail, c'est aussi un site internet, infinidetail.com, où on poste beaucoup de critiques sur les sorties récentes comme passées. Quelques entretiens. On a aussi sorti un magazine imprimé, un magazine papier. Il n'y a qu'un seul numéro pour l'instant. Vous pouvez le retrouver encore dans quelques librairies avec lesquelles on travaille. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou par mail. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Et on a aussi ouvert récemment un compte Tipeee, donc qui est assez facile à trouver. C'est Tipeee, tip3e.com/infinidetail, tout attaché, où vous pouvez nous soutenir si vous aimez notre travail. On va réfléchir à un nouvel épisode, on ne sait pas encore sur quoi ça portera. Peut-être le 13e guerrier, ma foi, c'est pas impossible. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. À bientôt.